Good morning, good afternoon, and good evening Bonjour à to tous, everyone joining bonjour à us. toutes les personnes Welcome qui nous to ont this rejoints. session on de-risking Bienvenue à cette agricultural session intervention, intitulée Atténuer including les risques qui sont due liés diligence aux chaînes processes. d'approvisionnement dans This panel l'agriculture. discussion forms part Cette of a seminar discussion series s'inscrit dans le cadre d'une on série de séminaires reforestation qui sont approaches intitulés and Arrêter la solutions to déforestation, positive des approches et ecological des outcomes. outils pour des I'm chaînes de joined today valeur by the respectueuses des World forêts, Agriculture Organization, organisées conjointement par la FAO and the et Japanese par le Ministry of ministère Agriculture japonais de and l'Agriculture, des Fisheries. Forêts et des Pêches. My name is Sophia Je Ganik. I'm m'appelle the Sophie Associate Agnic, je suis Economist analyste at Economic politique Cooperation à Netherlands, l'OCDE Centre for Responsible Business et Conduct. je m'occupe As we des will questions de see, conduite responsable des OECD and FAO entreprises. work Comme nous le verrons closely dans quelques together minutes, on l'OCDE responsible et business la FAO conduct travaillent and étroitement sur ces disclosure. questions de la conduite I'm responsable very des keen on entreprises. facilitating Et this je suis vraiment discussion. très heureuse de présider cette discussion. Wherever you are, Où que vous whether vous sipping your morning trouviez, que vous coffee soyez en or train de boire listening votre to café du matin ou bien a votre very thé de interesting l'après-midi, nous sommes podcast. vraiment très Before we heureux que vous begin, soyez I ici have a avec nous. couple of housekeeping Tout issues d'abord, quelques before points the discussion. d'intendance. First of all, please note that this Tout webinar d'abord, veuillez is noter que being ce recorded webinaire for est future enregistré. distribution through our Il channels sera on ensuite diffusé LinkedIn. sur nos canaux. The webinar has simultaneous Le interpretation into webinaire prévoit English, une interprétation Spanish, simultanée en Korean, anglais, en and espagnol et en Japanese. français sur la plateforme So Zoom. you're welcome to choose Vous pouvez your donc choisir language la from langue que vous the préférez middle of au the bas screen in the de menu votre écran, using the dans little globe icon. la barre menu, en utilisant la petite If there icône are qui any représente une queries planète. or that need Si vous further avez des clarification, problèmes ou si vous avez please besoin de use the clarification, de Q&A précision, ou si vous avez function des questions à Q&A poser, function veuillez at the utiliser la also at the bottom fonction of your questions screen. et réponses qui se trouve aussi dans le bas de votre If écran. we have sufficient time, Si we nous avons will le give temps you de a le faire, chance nous to allons ask essayer de live répondre à during vos the questions en presentation. direct à However, la fin de la this session présentation, might mais si nous extend, n'avons pas and these suffisamment de questions will temps, also be addressed in bon the nombre summary de document that will ces be questions eh bien, published trouveront une afterwards. réponse dans le Please document qui remember sera to just ask publié your après questions ce webinaire, et ce document sera publié sur le So, site now web de la on to FAO. business. To kickstart the session, it's my Alors, pleasure pour to entamer introduce cette our session, speakers. j'aimerais vous dire que j'ai le Naoki plaisir Ayasaka, de Deputy souhaiter la Director bienvenue of à nos International invités. Forest Naoki Policy Ayasaka, of the directeur Ministry adjoint of du Japan's Bureau Ministry of de la Agriculture coopération and forestière Forestry, internationale du ministère and japonais pour Agostini, de coordinating l'agriculture, des efforts forêts et des at pêches, NFM mais RED également à Astrid and Agostini, qui FAO. travaille pour RED Within a plus day, NFM à la FAO. Ils vont nous livrer Naoki, leur you allocution have the floor. liminaire. Please turn Naoki, on la your parole est à vous. microphone and your video. Et je vous demanderai d'allumer votre micro et votre vidéo. Merci Sophia. Chers collègues de la FAO, représentants des gouvernements, chers invités, bonjour, bonjour à tous. Je suis Naoki Ayasaka, directeur adjoint du Bureau de coopération forestière internationale du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. J'ai le grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et j'aimerais exprimer ma sincère reconnaissance à la FAO ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette série de webinaires. Le 8 septembre, nous avons organisé le premier webinaire de cette série. L'un des principaux enseignements que nous avons tirés de cette session, c'est le rôle important des gouvernements qui peuvent organiser des consultations pluripartites, des consultations entre le gouvernement, différents secteurs. Et je pense aussi que promouvoir une chaîne de valeur respectueuse des forêts, cela nécessite de la coopération et de la collaboration entre les pays producteurs et consommateurs. Les gouvernements auront un rôle essentiel dans les échanges verticaux et horizontaux entre les différentes parties prenantes. Et ils permettent également d'élaborer des trajectoires nationales pour arrêter la déforestation. Récemment, des investissements durables ou des investissements ESG ont permis d'imprimer un nouvel élan au niveau mondial. Les entreprises reconnaissent les efforts qui contribuent à la production durable en tant que facteurs qui ont une incidence sur la gestion de leurs affaires. Par exemple, dans le cadre du secteur forestier au Japon, cela fait des décennies que nous combattons l'abattage illégal, notamment à travers la promotion de certifications forestières, telles que FSC et PEFC. Nous allons poursuivre nos efforts pour arrêter la déforestation grâce à la collaboration avec des organisations internationales telles que la FAO et l'ITTO. Une chaîne d'approvisionnement mondiale durable est également nécessaire et plus que jamais pour relever les défis qui sont liés à la déforestation. À l'heure actuelle,
Il y a plusieurs réglementations énormes au niveau mondial qui sont envisagées. Nous pensons que ces efforts ne devraient pas être considérés comme une réglementation à sens unique, mais plutôt comme des occasions qui sont offertes aux pays producteurs pour stimuler leur productivité. Aujourd'hui, nous allons présenter plusieurs approches qui permettent de produire de manière durable et qui seront présentées principalement par des pays producteurs. Nous espérons que ce séminaire permettra d'entamer un dialogue qui nous permettra de partager des enseignements qui ont été tirés des expériences. J'aimerais vous remercier tous à nouveau pour votre participation et j'espère sincèrement que les présentations et les discussions qui vont suivre seront constructives et qu'elles nous aideront à résoudre les problèmes que nous rencontrons. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour vos remarques et pour avoir mis l'accent sur la collaboration. Astrid, la parole est à vous. Merci beaucoup, Sophia. Chers participants, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir, au nom de la FAO, de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui porte sur les chaînes d'approvisionnement et sur la lutte contre la déforestation. Nous l'avons organisé avec le ministère du Japon pour l'agriculture, les forêts et la pêche. J'aimerais également remercier tous les participants qui ont accepté de nous faire part de leurs expériences et de leurs observations. Et bien sûr, j'aimerais aussi remercier l'OCDE, qui est notre plus proche partenaire sur les questions de conduite responsable des entreprises. Et c'est Sophia Grinch aujourd'hui qui va représenter l'OCDE. La production agricole a plus que triplé entre 1960 et 2015. La révolution verte, avec ces technologies qui ont permis d'améliorer la productivité, ont joué un rôle essentiel. Mais dans le même temps, on a pu constater une expansion significative de l'utilisation des terres, de l'eau et d'autres ressources naturelles à des fins agricoles. Dans le même temps, des changements structurels au niveau de la démographie, de l'urbanisation et de la richesse au niveau mondial ont également augmenté et ont modifié les modes de consommation alimentaire. L'industrialisation et la mondialisation de l'alimentation et de l'agriculture sont des tendances majeures et les chaînes d'approvisionnement alimentaire ont considérablement été allongées. Dans ce cadre, l'agriculture commerciale est restée le principal facteur de la déforestation au cours de ces 2 dernières décennies. Environ un quart des terres qui ont été déboisées sont utilisées pour produire des produits agricoles. Depuis 1990, on estime qu'environ 420 millions d'hectares de forêt ont été perdus à cause du déboisement. Et alors que le taux des pertes a décliné de manière substantielle, les zones forestières sont toujours en train de diminuer à une vitesse alarmante, à hauteur d'environ 10 millions d'hectares par année. Les conséquences dramatiques de cette perte se font sentir sur le climat, la biodiversité et les moyens d'existence de nombreuses communautés. La durabilité agricole est aussi affectée, alors qu'elle fournit des services environnementaux essentiels au système agricole. Elle permet notamment de réguler l'eau et de prévenir l'érosion, mais également de favoriser la pollinisation. Depuis plus de 10 ans, les gouvernements, le secteur privé et la société civile s'engagent à arrêter la déforestation. Nous avons un cadre spécifique au niveau de l'Union, au niveau des Nations Unies, REDD+, qui a été conçu en 2007-2008 pour véritablement orienter les activités dans le secteur forestier afin de réduire les émissions qui découlent de la déforestation et de la dégradation des forêts. Mais malgré les résultats qui ont été obtenus par plusieurs pays pour réduire le taux de déforestation, il reste encore beaucoup à faire, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies nous l'a rappelé dans son discours en 2019 lorsqu'il a appelé à renverser le cours de la déforestation. Nous avons la résolution du Forum des biens de consommation de 2010 et la déclaration de New York de 2015 sur les forêts, qui sont des jalons très importants. Ils insistent sur la nécessité de dissocier la production agricole de la déforestation. Il faut qu'on s'appuie sur des preuves scientifiques et sur les capacités améliorées de suivi de l'affectation des terres. Et il faut également sensibiliser les consommateurs. Il existe de nombreuses initiatives transversales ou sectorielles qui cherchent à soutenir une transition vers un modèle d'agriculture zéro déforestation. Une nouvelle coalition pluripartite vise également à concrétiser cette ambition. Et elle est constituée maintenant dans le cadre du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire qui se tiendra demain.
Ces actions du secteur privé sont essentielles pour assurer le succès de la transformation des chaînes d'approvisionnement. Mais tandis que de nombreuses entreprises ont pris des mesures et que des résultats sont déjà visibles, le nombre d'entreprises qui s'engagent en faveur de l'arrêt de la déforestation sont toujours minoritaires. Et il faut vraiment amplifier l'intégration des risques forestiers dans des politiques commerciales responsables. Le devoir de diligence, qui sera le point focal, le point central de ce séminaire, c'est un élément essentiel de ces politiques. En menant un processus de diligence raisonnable, les entreprises peuvent identifier, évaluer, atténuer les effets négatifs de leurs activités et, en fin de compte, rendre compte de la manière dont elles traitent ces risques. De nombreuses entreprises sont désormais familières avec ces processus de diligence raisonnable, mais l'intégration de ces risques spécifiques liés à la déforestation reste toujours assez compliquée. Avec l'aide de l'Allemagne, nous entendrons comment la FAO et l'OCDE sont en train de développer un outil pratique destiné aux entreprises. Et bien que le devoir de diligence soit mené par les entreprises, les gouvernements ont également un rôle essentiel à jouer pour établir des synergies entre les initiatives du secteur privé contre la déforestation et les politiques gouvernementales. Aujourd'hui, nous allons entendre plusieurs intervenants qui vont nous expliquer de quelle manière ces synergies peuvent être établies. Le devoir de diligence devient également une exigence obligatoire pour accéder à certains marchés, comme la Commission européenne va nous l'expliquer. Dans ce cas, le soutien qui est apporté aux pays producteurs et aux entreprises qui opèrent dans ces chaînes d'approvisionnement sera essentiel pour éviter l'exclusion du marché, notamment pour les PME, et l'ITTE nous fournira quelques exemples à ce sujet. Elle nous expliquera quelles sont les actions de soutien qui peuvent être menées. Nous aurons également la chance d'entendre le point de vue de la société civile et de la communauté de recherche. Les présentations et les discussions dans le cadre de ce webinaire vont nous montrer de quelle manière le devoir de vigilance peut être utilisé pour favoriser la contribution du secteur privé à l'arrêt de la déforestation. Et nous verrons de quelle manière il est possible d'agir. Et maintenant, je rends la parole à notre modératrice, Sophie. Merci beaucoup, Astrid. Et merci d'avoir souligné quelques points saillants, parce que cela va nous permettre d'alimenter notre réflexion et de mieux réfléchir à ce qu'il sera dit pendant les présentations. Donc, pour poursuivre, maintenant vous devriez tous voir sur votre écran un aperçu de notre session telle qu'elle va se dérouler aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'illustrer la manière dont le devoir de diligence et d'autres outils sont mis en œuvre par le secteur privé pour améliorer la responsabilité sociale et environnementale, la manière dont ils peuvent contribuer aux efforts contre la déforestation. Et nous voulons également montrer de quelle manière les gouvernements peuvent agir pour soutenir ces processus. Nous allons commencer par une session d'introduction pour vous fournir quelques informations de contexte concernant la conduite responsable des entreprises et le devoir de diligence. Après cette intervention, nous allons donner la parole au représentant de la Commission européenne qui va nous expliquer de quelle manière le devoir de diligence peut être intégré dans les mesures obligatoires qui visent à réduire le risque de déforestation et de dégradation forestière dans les chaînes d'approvisionnement agricoles. Ensuite, nous donnerons la parole aux intervenants de Colombie et du Costa Rica qui vont nous parler de leur expérience et des enseignements qu'ils ont tirés à partir des initiatives gouvernementales, grâce notamment à des processus collaboratifs. Ensuite, l'Organisation internationale des bois tropicaux, l'ITTO, va nous parler du processus de diligence raisonnable qui a été mis en place et d'autres outils de transparence dans le secteur du bois. Et pour terminer ce cycle de présentation, nous allons entendre quels sont les efforts qui ont été déployés par le secteur cacaoyer pour renforcer la responsabilité du secteur et celle de l'industrie du chocolat. Et enfin, dernière chose mais non des moindres, nous allons entendre nos deux commentateurs qui vont nous résumer les idées clés qui auront été énoncées par les différents présentateurs au cours de ce webinaire. Donc, nous allons commencer. Je suis heureuse de donner la parole à nos premiers intervenants, Tomislav Ivančić et Caroline Merle. Tomislav est conseiller pour le département chaîne de valeur mondiale à la FAO et Caroline est responsable des questions forestières pour l'équipe Red Team. Ils vont nous donner un aperçu des travaux de la FAO en matière de conduite responsable des entreprises et la manière dont tout cela est intégré dans la lutte contre la déforestation. Tomislav et Caroline, la parole est à vous. Merci beaucoup, Sophia.
Chers collègues, je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous expliquer quelque peu de quoi il s'agit quand on parle de la conduite responsable des entreprises. Quand on parle de cette question de la conduite responsable des entreprises, et quand on parle de la déforestation, eh bien, on se rend compte en fait que la population mondiale est en train d'augmenter et que cela va de pair avec une augmentation de la demande de denrées alimentaires. Et cela a une incidence très importante sur l'environnement et sur la société. Donc, dans ce contexte, la FAO encourage une croissance inclusive par l'intermédiaire de chaînes de valeur mondiale responsables. La conduite responsable des entreprises vise deux objectifs. Tout d'abord, exercer une contribution positive sur le progrès environnemental et social. Et ensuite, nous voulons parvenir à un développement durable. Les entreprises doivent comprendre de quelle manière elles peuvent agir de manière responsable tout en menant leurs activités. Le deuxième objectif est assez important. Il consiste à comprendre de quelle manière les différentes parties prenantes peuvent aborder les conséquences négatives de leurs activités et voir de quelle manière elles peuvent également atténuer ces conséquences négatives qui sont directement liées à leurs activités. Donc ici, on parle des chaînes d'approvisionnement de manière générale, dans leur ensemble. Diaporama suivant. Comme vous le savez probablement, l'OCDE et la FAO ont élaboré des directives. La FAO et l'OCDE ont donc lancé ces directives en 2016 après un processus de consultation pluripartite qui a duré 2 ans. Dans le cadre de ce processus, nous avons rassemblé les principaux acteurs mondiaux du secteur agricole, mais également d'autres secteurs, des organisations patronales, des organisations syndicales, des organisations de la société civile, des associations d'entreprises. Toutes ces entités ont pu donner leur avis et faire entendre leur opinion sur ces différentes questions, notamment ce qui concerne les risques qui sont liés aux entreprises, mais également la manière dont les activités des entreprises peuvent avoir une incidence sur le développement. Alors, il est important de noter que bien que l'OCDE et la FAO aient élaboré ces directives qui sont destinées principalement aux entreprises agroalimentaires, elles reprennent également les normes existantes de l'OCDE. Il n'y a pas vraiment de nouvelles attentes concernant les entreprises, mais ces directives servent à clarifier les normes qui existent déjà. Et cela est lié également aux différentes normes qui ont été énoncées par l'OIT, notamment. Ces directives donnent des conseils très pratiques aux entreprises sur la manière dont les questions et les risques environnementaux peuvent être gérés dans le cadre des activités. Et le résultat, c'est un développement. Il est prévu également de mettre en place des systèmes de diligence raisonnables. Donc, il est important de comprendre que l'atténuation des risques, ce n'est pas toujours fait par les entreprises elles-mêmes, mais par d'autres acteurs des chaînes d'approvisionnement et de la sphère de développement. Et enfin, ces directives nous expliquent comment certains risques peuvent être accentués dans les économies en développement et elles expliquent également qu'il y a des liens avec d'autres défis en matière de développement structurel. Et c'est vrai pour d'autres secteurs, pas uniquement le secteur de la déforestation. On pense notamment au secteur des émissions de carbone. Il y a des secteurs qui ont des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que d'autres. Et c'est vrai un peu partout sur la planète. Et il y a des régions qui sont par exemple davantage concernées par les problèmes de sécurité alimentaire. C'est le cas notamment de l'Afrique. Donc il faut vraiment tenir compte de ces différentes questions, de ces différents enjeux qui existent. Les guides de l'OCDE et de la FAO répondent à la nécessité de répondre à ces risques, mais également à la nécessité au fait qu'il y a de plus en plus de législation qui a été adoptée.
Alors ici, vous avez un exemple qui est très parlant. À quoi le paysage législatif va-t-il ressembler dans quelques années? Et vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de lois de réglementation qui sont adoptées dans ce secteur. Et sur ce graphique, on peut voir quelques-unes des législations qui ont été adoptées. Certaines législations sont des outils bien spécifiques. Il y a des résolutions qui ont été adoptées notamment sur le travail des enfants, d'autres législations et réglementations qui concernent la transparence, bien la conduite responsable des entreprises. Mais en tout cas, ce qu'on voit à l'écran, c'est très important pour comprendre de quelle manière la situation a évolué au fil du temps. Au niveau de l'Union européenne, en mars de cette année, un projet de règlement sur le devoir de vigilance a été lancé par le Parlement européen et il a été soumis à l'examen de la Commission européenne. Alors évidemment, les 26 autres États membres de l'Union européenne devront alors adopter une législation relative au devoir de vigilance pour que tout cela soit appliqué. Les directives de l'OCDE et de la FAO sont quand même un point de référence de ce point de vue-là. Alors, quand on parle du devoir de diligence, de quoi parle-t-on exactement ? Comment est-ce que cela peut être pertinent et utile pour les entreprises? Parce que les entreprises ont des tailles différentes, elles ont des dimensions différentes. Donc, avec la FAO et l'OCDE, dans ces directives, eh bien, il y a un cadre en 5 étapes qui a été élaboré. Il y a 6 principes essentiels à retenir dans le cadre de ce cadre en 5 étapes. L'objectif, c'est d'adapter les modèles opérationnels pour identifier, évaluer, atténuer et éviter les incidences des activités des entreprises. Toutes ces entreprises génèrent des risques. Il est impossible de trouver une entreprise qui ne génère pas de risques environnementaux ou sociétaux. Les directives de l'OCDE et de la FAO encouragent les entreprises à identifier la gravité et la probabilité de cette incidence. Et puis, ces directives essaient également de comprendre de quelle manière il est possible d'influencer les chaînes d'approvisionnement. Alors, le cadre dont je viens de parler est flexible, il est adapté aux entreprises de différentes tailles et à différents contextes également. Il est dynamique et il répond également aux besoins de participation des différentes parties prenantes. Il y a des acteurs qui ne sont pas forcément partie prenante aux activités des entreprises, mais qui ont un rôle à jouer tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et avant de passer la parole à ma collègue Caroline, je vous dirais que l'abandon de ce cadre doit être utilisé en dernier recours. Et si cela se produit, cela pourrait avoir des conséquences vraiment très négatives pour le secteur. Donc, ces directives de l'OCDE et de la FAO expliquent de quelle manière il est possible de réduire les risques en renforçant les capacités des entreprises. Caroline, la parole est à toi. Merci Tomislav. Donc, comme Tomislav vient de l'expliquer, nous avons ces directives de l'OCDE et de la FAO, mais nous pensons qu'il faut davantage mettre l'accent sur les questions de déboisement et de dégradation des forêts. L'agriculture et en particulier l'agriculture commerciale sont une cause principale de déboisement. Et il y a un lien spécifique avec quelques chaînes d'approvisionnement bien particulières, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, les entreprises qui travaillent dans le cadre de ces chaînes d'approvisionnement en sont tout à fait conscientes. Et elles devraient adopter des politiques de conduite pour essayer de réduire les externalités négatives. Ces entreprises ont néanmoins encore besoin de soutien pour pouvoir concrétiser les engagements qu'elles ont pris, pour savoir de quelle manière ces questions de dégradation des forêts et de déforestation peuvent être intégrées dans leurs réflexions. Il y a des recommandations qui ont été formulées au niveau international. Certains pays
envisage d'adopter des mesures pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de produits qui proviennent de filières de déforestation qui soient placés sur le marché. Et donc, il est important de favoriser les bonnes pratiques pour arrêter la déforestation et pour protéger les forêts. Pour relever ce défi avec l'OCDE et avec le soutien de l'Allemagne, nous sommes en train d'envisager d'élaborer un outil pratique qui sera destiné aux entreprises et qui concernera la déforestation et la dégradation des forêts, mais également le devoir de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement agricole. Donc, on a parlé du cadre en 5 étapes. Il y a des outils et des définitions qui existent déjà. Il y a également des normes qui existent et qui sont déjà utilisées par différentes parties prenantes. Et nous avons essayé d'identifier de manière pratique quels sont les risques que les entreprises devraient aborder pour intégrer ces questions forestières dans leurs réflexions. Et enfin, nous allons proposer quelques actions en matière de devoir de diligence. Nous allons également formuler des recommandations pour que les entreprises adoptent des mesures qui soient davantage respectueuses des forêts. Alors, cela sera dirigé vers les entreprises et cela a été développé en étroite collaboration avec les parties prenantes. Alors, l'élaboration de cet outil, cela devrait prendre plus ou moins 1 an et nous travaillons en étroite collaboration avec différentes parties prenantes. Nous avons un groupe de travail qui va organiser plusieurs ateliers et une consultation publique sera également lancée pour analyser cet outil. Nous allons essayer de collaborer avec les initiatives et les programmes qui existent déjà, qui ont été notamment lancés par l'OCDE et par la FAO dans différents pays, et notamment avec les programmes nationaux concernant la conduite responsable des entreprises en Asie. Nous allons travailler en étroite collaboration avec différentes coalitions, différentes fondations, et nous allons également essayer d'établir un lien avec l'initiative Forêt durable de l'Union européenne. Il y a d'autres partenariats qui existent et qui sont liés à certains produits de base bien spécifiques. Il y a également des tables rondes qui ont été menées sur ces différentes questions. La version finale devrait être prête d'ici à la fin de l'année prochaine ou bien au début de 2023. Et nous espérons que vous nous fournirez vos observations par rapport à cet outil à la fin de ce webinaire. Je te rends la parole, Sophia. Thank you very much, Karen. Merci beaucoup. Merci à tous deux d'avoir présenté le décor de façon très détaillée. Je crois que maintenant, nous comprenons pourquoi les processus de diligence due et le comportement responsable des entreprises devraient intégrer, bien sûr, la déforestation. Nous allons maintenant passer aux présentations des autres intervenants, mais je voudrais vous rappeler que vous utilisez, je vois que vous utilisiez la fonction chat, mais également une option questions-réponses en bas de votre écran, et je vous encourage tous à poser toutes les questions que vous souhaiteriez poser concernant toutes les présentations que vous allez entendre. J'en viens maintenant à l'intervenant suivant de la Commission européenne. J'ai le grand honneur de vous présenter Hugo Maria Chali de la DG Environnement. Hugo, je vous demande d'allumer votre vidéo, votre micro, et vous avez la parole. Merci beaucoup, bon après-midi. J'ai le grand plaisir d'être parmi vous et de vous parler un petit peu des travaux que nous avons réalisés au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Si c'est le cas, je vais tout simplement poursuivre. Il est intéressant d'avoir eu des commentaires sur la façon dont la diligence due peut véritablement accompagner des activités volontaires entreprises par les entreprises et comment les intégrer dans ces entreprises qui sont prêtes à le faire.
vers quelque chose que nous envisageons déjà au sein de l'Union européenne et que nous avons l'intention de rendre obligatoire pour tous ceux qui travaillent dans la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement. La diligence due est déjà intégrée dans un certain nombre de réglementations de l'Union européenne et donc ça s'applique directement à un certain nombre d'entreprises et de chaînes d'approvisionnement partout de l'Union européenne sur le bois ou bien sur les minéraux. Et c'est un concept que progressivement, nous essayons d'intégrer dans tous les systèmes juridiques du continent. Tous ces systèmes juridiques ne sont pas véritablement bien équipés pour tenir compte de la diligence due de façon obligatoire et nous voulons voir un petit peu comment il y a une synthèse, une synergie avec les systèmes pénaux. Le monde du droit commun plus habitué à la diligence due que le droit romain et donc cela conduit à certaines inefficacités dès le début. Nous avons examiné la question de la déforestation et la dégradation des forêts au sein de l'UE au cours des 20 dernières années et nous avons commencé à cibler le commerce du bois et c'est ce que nous avons fait sur le plan d'action que nous avions pour voir si l'exploitation et le commerce étaient légal ou pas. Et dans ce processus, on s'est rendu compte que le bois et l'exploitation du bois n'est plus véritablement le moteur principal de la dégradation des forêts et de la déforestation. Deuxièmement, beaucoup de déforestation se fait de façon tout à fait légale et donc nous devons essayer de couvrir la déforestation, la dégradation des forêts et de nous assurer que du point de vue de l'Union européenne, nous allons apporter notre contribution pour résoudre ce problème mondial. Le point de départ de cela, ça a été une communication en décembre 2019 qui contenait quelques 30 actions autour de 5 priorités. La première, c'est de réduire l'empreinte que nous avions sur le terrain et il s'agissait de lier la diligence D sur ces 2 priorités pour commencer. Nous sommes en train d'achever nos travaux sur la réglementation qui va viser à réduire la contribution de l'Union européenne à la déforestation, à la dégradation des forêts dans le monde, en essayant de réduire les risques que les produits de base qui sont placés sur le marché Union européenne sont associés à la dégradation des forêts et la déforestation pour promouvoir la demande pour et la consommation de produits qui ne sont pas associés à la déforestation et en donnant une orientation au secteur des entreprises, en encourageant des activités économiques qui pourront cibler ceux qui sont durables et qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement. Le point de départ, donc, et cela a déjà été évoqué par les intervenants précédents, qu'est-ce qu'on utilise comme étalon? Et je crois que l'étalon pour nous tous, c'est le travail très solide et exécuté par la FAO au fil des années sur la déforestation, la dégradation des forêts. Ce qui a été utilisé dans le contexte de la FAO se fonde sur une science très solide. C'est quelque chose qui est utilisé dans le monde entier, ce n'est pas discriminatoire et c'est surtout peut-être mis en œuvre, suivi et contrôlé. Des obligations strictes pour tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement doit être lié à quelque chose que nous pourrons bien sûr quantifier, contrôler et mesurer. Outre l'application d'obligations très strictes, nous voulons bien sûr savoir à partir de quand est-ce que nous allons travailler rétrospectivement, où est-ce que nous allons aller dans le temps. Ce sont des débats que nous avons bien sûr en ce moment, ça a commencé en 2015, mais un grand nombre de parties prenantes nous ont demandé de remonter beaucoup plus loin dans le passé. 1998 a été mentionné, 2008 également. Au Parlement européen, on parle de 2015. Il y a une certaine logique
d'envisager 2020 parce que là, ce serait lié à la SDG 15, les OMD 15, ainsi que la déclaration de New York sur les forêts. Bref, dans la proposition que nous sommes en train de discuter, il y aura un délai. Tout ce qui s'est passé avant ne sera pas pris en considération. Mais à partir de ce délai X, nous allons appliquer les obligations dans cette réglementation. Les produits de base que nous allons couvrir reconnaissent que bien sûr, il y a une expansion agricole qui est la cause de la dégradation des forêts, la déforestation. Et là, nous examinons l'huile de palme, le soja, le bois, le bétail, le coco et le café. Et nous avons également le caoutchouc, les céréales, le sucre et un autre produit et d'autres produits qui sont débattus, et nous allons décider du choix final des produits de base en donnant la priorité aux produits de base qui ont la contribution la plus élevée à la déforestation, la consommation de l'UE de ces produits de base et la prévalence de ces produits de base dans les produits dérivés. Ça, c'est l'analyse que nous avons entreprise et nous allons conclure l'analyse de son impact que nous allons présenter avec la proposition lorsqu'elle sera prête. Quelles sont les autres mesures que nous souhaitons prendre? Nous avons en fait analysé 20 options et nous avons donc la combinaison de 5 différentes mesures. 4 d'entre elles se fondent sur la diligence due. Il y en a une 5e qui se fonde clairement sur l'approche des pêches que nous avons adoptée au sein de l'UE pour établir des obligations de déforestation avec des brevets rouges par pays. Et donc, il y aura un seuil, pas d'importation et pas de mise sur le marché. Sur la base de notre expérience, nous avons conclu que la diligence due est un bon instrument et il existe déjà à sein de l'UE depuis 15 ans. Il ne suffit pas. Donc, nous allons proposer une diligence due renforcée avec des obligations supplémentaires, notamment lorsque l'on veut commercialiser quelque chose, il faut faire une déclaration des diligences dues et qu'ils disent qu'ils assument la responsabilité en ce qui concerne la provenance durable et juridique de ce produit. Nous allons bien sûr pas les laisser seuls. Il faudra bien sûr qu'ils disposent d'un certain nombre d'outils pour pouvoir respecter cette loi, notamment l'étalonnage, la certification publique mandatoire, ainsi que l'étiquetage obligatoire. Nous préférons bien sûr l'étalonnage des pays, mais les autres outils sont également très utiles et il faudra voir ce qui relèvera des considérations politiques et ce qui sera la meilleure option sur cette base. Les besoins d'études comparatives devront se fonder sur un certain nombre de critères et les pays pourront être classés comme étant à peu de risque ou à risque élevé. Cela veut dire que lorsque cette réglementation rentrera en vigueur, tous les pays seront sur le même pied d'égalité, mais nous regarderons les pays qui produisent des produits de base, y compris les États membres de l'UE. Nous avons bien sûr des problèmes en ce qui concerne ces produits de base au sein de l'UE, et nous dirons est-ce que c'est suffisamment grave pour dire qu'il s'agit de risques élevés, ou est-ce que la situation est suffisamment bonne pour les qualifier de peu de risques. Et pour peu de risques, les entreprises pourront exercer leur diligence due plus facilement. À risque élevé, pour les entreprises qui veulent placer ces produits sur le marché, elles devront bien sûr être surveillées par les autorités compétentes des États membres s'ils souhaitent véritablement commercialiser leurs produits. Ceci va être publié, je l'espère, dans les 2 mois à venir et ce sera bien sûr une grande incitation pour les opérateurs pour acheter leurs produits des chaînes d'approvisionnement propres et transparentes, et ceci donnera une opportunité commerciale à ceux qui souhaitent participer et vendre leurs produits sur le marché
de l'Union européenne. Malheureusement, il n'y a plus de son provenant de l'intervenant. L'interprétation doit s'arrêter. Compléter bien sûr ce que nous faisons du côté de la demande en travaillant en partenariat avec les pays producteurs pour nous assurer que la déforestation sera inclue sur le plan politique. Également, avoir une coopération pour une chaîne de valeur basée sur la déforestation durable. Désolé Hugo, mais là, il nous manque un petit peu de temps. Aussi les objectifs du partenariat forêt de l'Union européenne qui va au-delà de la déforestation totale, mais ce sera un outil très puissant. Il s'agit d'augmenter notre soutien pour de telles actions de façon tout à fait considérable pour la prochaine période de programmation. Cela fait partie d'une approche globale de l'Union européenne qui doit véritablement intégrer le Green Deal. Cela, bien sûr, deviendra obligatoire, mais sera accompagné par un grand soutien et une offre de coopération avec les pays producteurs. Merci beaucoup et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Nous aurons énormément de questions sur votre présentation, j'en suis sûre, et nous attendons avec impatience la proposition de réglementation de la Commission. Je passe maintenant à l'expérience des pays et notre premier cas vient de la Colombie et j'ai l'honneur de vous présenter Rodolfo Rodriguez, qui dirige l'accord de déforestation, zéro déforestation. Simplement pour vous prévenir que vous aurez peut-être besoin de l'interprétation, étant donné que c'est une présentation qui va se faire en espagnol. Rodolphe, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sophia. Bonjour. Je vais vous parler des accords zéro de déforestation en Colombie et je vais vous parler également des plateformes multifilières et je vous parlerai du ministère de l'Environnement et du Développement durable, notamment de la direction du changement climatique. Les accords relèvent d'une stratégie nationale qui sont inclus dans le plan national de développement et à ce jour, le gouvernement national a élaboré 5 accords de zéro déforestation pour 5 filières, l'huile de palme, le secteur laitier, la viande, le cacao, le bois. Et nous avons bien sûr une plateforme multi-filière qui a été mise sur pied pour résoudre des problèmes très complexes. Et dans un pays tel que la Colombie, qui est extrêmement diversifié, qui a beaucoup de filières, il a fallu bien sûr la participation du secteur public, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce. Là, nous avons les raisons pour lesquelles la Colombie a entrepris cet accord zéro déforestation. Tout d'abord, nous avons repris la déclaration de la forêt de New York en date de 2014, ainsi que la déclaration commune d'intention auquel fait partie la Colombie avec d'autres pays européens depuis 2015. Ensuite, en 2017, la Colombie a adhéré à l'Alliance pour la préservation des forêts tropicales. C'était ces 3 éléments, ainsi que l'accord de Paris qui a poussé la Colombie et qui est devenue maintenant leader régional dans les chaînes d'approvisionnement. Nous avons bien sûr souhaité nous positionner comme leader régional et travailler
pour réduire la déforestation, surtout pour les chaînes d'approvisionnement sans déforestation, notamment pour attirer la coopération internationale. Et nous avions eu également une motivation tout à fait particulière, notamment pour la filière de l'huile de palme. Nous sommes le premier pays au monde avec une huile de palme qui est tout à fait sans déforestation. L'objectif de ces accords zéro déforestation, c'était tout d'abord avoir une zéro déforestation brute à l'horizon 2025 dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises et deuxièmement, contribuer à cet objectif de zéro déforestation nette pour les forêts naturelles d'ici 2030. Et là, vous avez un résumé des 5 accords que nous avons pour zéro déforestation. Nous avons 91 entreprises privées qui ont décidé de signer ces accords dans les secteurs de l'huile de palme, du cacao et du lait, de la viande et du café. Et ceci couvre bien sûr une certaine partie du marché national. Le lait et la viande couvrent 24% du marché national et le café et le cacao couvrent 85 à 48% de notre marché national. Ici, toutes les associations de ces 5 filières sont bien sûr impliquées. Ils font partie bien sûr des accords et ce sont des acteurs extrêmement importants dans le cadre de ces accords. Là, c'est pour vous montrer toutes les entreprises qui font partie de ces accords. 91 entreprises privées, et également des représentants de la société civile, des ONG, les 3 ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et du Commerce. Et nous avons 120 entreprises au niveau national. Nous avons de nouveaux accords. Nous avons l'accord café qui vient d'être signé et nous sommes en train de créer un nouveau accord pour la filière avocat, qui est un marché géant en Europe. Et c'est un accord qui sera prêt et signé au début de l'année 2022. Là, vous avez les 15 entreprises qui ont souscrit à l'accord café. Et enfin, nous allons bien sûr avoir des limitations et des opportunités et qui vont permettre le développement des entreprises. La première opportunité, c'est nous avons la méthode de surveillance et de vérification. Dans ces accords zéro déforestation, nous aimerions que cela soit reconnu dans la diligence due qui sera mise en œuvre au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni, aux États-Unis. Nous voulons que ces accords ont conduit toutes ces entreprises à faire un gros effort au cours de ces 4 dernières années et donc cela mérite d'être reconnu. Je disais donc que la déforestation et ces accords doivent avoir un impact plus important sur les chaînes d'approvisionnement et nous voulons bien sûr une durabilité financière. Nous voulons renforcer bien sûr la gouvernance et les institutions. Ça, c'est un sujet tout à fait clé. Nous voulons bien sûr un système de vérification et de suivi qui
soit un coût réel. Nous voulons des plans d'action de longue durée, au moins de 10 ans pour l'accord cacao. Nous voulons également un mécanisme permettant Nous voulons également un label zéro déforestation pour faire reconnaître nos efforts. Et enfin, nous voulons avoir une traçabilité dans le domaine de l'élevage et du bétail parce que ceci pourra intégrer le secteur public et le secteur privé. Nous avons bien sûr beaucoup de défis à relever sur le plan conceptuel et institutionnel. Et ces accords peuvent être allés bien sûr bien au-delà de la déforestation. Dans le cas, par exemple, dans le lait et de la viande, on pourrait peut-être avoir un élevage durable. Dans le cas, par exemple, du cacao, on pourrait avoir également un système de traçabilité. Et dans le cas du café, on pourrait avoir une atténuation du charbon et dans le cas, bien sûr, de l'avocat, nous aimerions avoir plus de biodiversité. Merci beaucoup de votre attention. Thank you very much, Rodolfo. Effectivement, beaucoup d'enseignements. Je suis très impressionnée par le nombre de parties prenantes que vous avez impliquées dans ce processus. C'est tout à fait remarquable. Je suis tout à fait consciente que nous avons dépassé nos délais. Je passe au pays suivant, le Costa Rica. Là, le gouvernement a appuyé véritablement un développement durable dans l'entreprise et je donne la parole à Stéphania qui est conseillère auprès du Costa Rica et elle est un point de contact à l'OCDE. C'est une présentation également en espagnol. Stéphania, vous avez la parole. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit à tous et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de participer à ce webinaire et je voudrais vous parler de la conduite responsable de façon générale des entreprises. Pour commencer et pour compléter ce qui a été dit par nos deux collègues, nous avons les lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales et c'est ce que nous utilisons comme point de départ. Il s'agit de recommandations qui sont adressées au gouvernement pour un comportement responsable des entreprises. Il s'agit de promouvoir la contribution des entreprises au développement durable et c'est véritablement un instrument qui contient des principes et des normes tout à fait obligatoires pour un comportement responsable. Il doit bien sûr répondre aux lois en application et aux conventions reconnues sur le plan international. Il y a également des entreprises qui peuvent avoir ce comportement responsable dans la conduite de leurs affaires. Il y a également le processus de diligence due, qui est un processus qui permet aux entreprises d'identifier l'impact négatif et ils recherchent des solutions pour atténuer cet impact négatif. Et ceci inclut toute la chaîne d'approvisionnement, les opérations, la production, la transformation des produits. Et ceci est un processus qui permet également d'identifier des zones et des secteurs où il y a qui n'ont pas un grand cadre juridique et donc il faut connaître l'impact négatif qu'ils peuvent avoir sur les domaines vulnérables. Il y a également la diligence due qui, dans le cas par exemple de la promotion et du comportement responsable, il est important de dire que parmi l'un des engagements, tous les pays qui adhèrent aux lignes directives s'engagent bien sûr
à répondre à leurs obligations et nous avons une agence qui doit promouvoir les lignes directrices ainsi que les instruments de diligence due ainsi que le comportement des entreprises responsables. Quelle a été donc la vision du Costa Rica en ce qui concerne la conduite, le comportement responsable des entreprises? Eh bien, c'est extrêmement important pour les entreprises qui ont besoin de matières premières, de services responsables et donc nous avons besoin d'investissements de qualité. Le Costa Rica, bien sûr, est un petit pays et nous voulons avoir une vision qui se fonde sur 3 piliers. Tout d'abord, sa population, le développement durable ainsi que la prospérité. Bien sûr, nous voulons contribuer au développement durable. Pour le développement des personnes, nous avons une plateforme dynamique pour développer les talents des individus. Et là, nous pouvons dire avec orgueil que nous avons beaucoup investi dans ce domaine. Notre deuxième pilier, la planète. Bien sûr, la durabilité, c'est bien sûr, existe dans notre pays depuis plus de 60 années. Nous avons eu des résultats tout à fait positifs. Et nous pouvons dire qu'il y a bien sûr des exemples tout à fait concrets de cela. Enfin, la prospérité, nous avons une politique commerciale qui vise à transformer notre économie. Nous voulons devenir un pays importateur de produits de base à un pays qui soit bien sûr un pays producteur qui pourra exporter ses services. Et nous avons plus de 4 millions de produits auprès de un grand nombre de pays. Et donc, nous voulons attirer également des entreprises à plus long terme dans ce cadre de gestion. Nous voulons également contribuer aux objectifs de développement durable par l'intermédiaire d'un changement durable vers une économie qui sera neutre du point de vue des émissions de carbone. Nous voulons promouvoir également un comportement responsable des entreprises pour les PME. Un grand nombre de ces PME ne disposent pas des ressources nécessaires pour justement mener la diligence due, mais nous avons maintenant des outils qui peut encourager ces PME à avoir un comportement responsable en leur donnant un accès sur le marché durable. Comment est-ce que nous allons faire? Eh bien, dans le cadre de ce que nous faisons, nous avons des alliances stratégiques pour pouvoir atteindre certains secteurs, notamment le secteur agricole. Nous avons mené une alliance avec Essentiel Costa Rica, qui est une plateforme qui permet au Costa Rica de se projeter à l'extérieur, et ce qui nous permet d'avoir des investissements, des exportations, et c'est tout à fait conforme à notre culture. Nous travaillons sur 2 concepts. Nous voulons positionner notre pays et nous voulons être compétitifs. Nous voulons bien sûr garantir que les entreprises qui utilisent cette marque représentent la durabilité, l'innovation, l'excellence et un comportement responsable. Nous avons maintenant plus de 600 entreprises qui ont ce certificat. Et ceci inclut également les PME dans un grand nombre de secteurs. Ce certificat représente nos valeurs. Et pour obtenir ce certificat, ces entreprises peuvent accéder à cet outil qui est une plateforme du International Trade Center et qui permet d'avoir plus de compétitivité sur les marchés internationaux et qui est de qualité sur les marchés compétitifs.
Il s'agit d'une plateforme qui donne des informations avec des initiatives et des normes, ainsi que les tendances des marchés durables. Et nous pouvons également mieux comprendre les normes de durabilité à l'heure actuelle. Nous avons 198 usagers inscrits, avec plus de 230 normes applicables à plus de 80 secteurs industriels, et il y a simplement une marque de pays et c'est la seule qui exécute une évaluation des valeurs de durabilité sur le plan social. Nous avons bien sûr énormément d'avantages. Bien sûr, je ne vais pas vous les décrire, mais il y a la plateforme qui vous permet véritablement de faire partie d'un réseau d'entreprises et qui assure qu'il y a véritablement une chaîne d'approvisionnement durable. Et il y a justement cet éventail de chaînes d'approvisionnement qui est complète. Un grand nombre d'entreprises européennes utilisent cet outil pour identifier, par exemple, un partenaire, une petite entreprise qui pourra fournir ses produits de façon durable et qui, bien sûr, répondra aux normes internationales. C'est véritablement un outil extrêmement utile pour les PME de notre pays. Nous avons également un autre outil, à savoir un point de contact qui permet à toutes ces entreprises qui ont ce certificat, qui pourront être des acteurs tout à fait identifiables dans ce scénario. Nous avons également notre politique publique de l'environnement, notamment notre plan national de décarbonisation. Il vous reste 1 minute. La décarbonisation est véritablement le résultat de notre agenda sur l'environnement et nous voulons réaliser la transition vers une faible émission de carbone à l'horizon 2050. Nous voulons bien sûr, sans aucun doute, dans la conjoncture actuelle, les bonnes pratiques du comportement responsable pourront bien sûr conduire les entreprises et le gouvernement de prendre les bonnes décisions et pour avoir un effet positif sur l'environnement et pour garantir qu'il n'y aura pas un problème supplémentaire pour les sociétés. J'espère que ma présentation vous aura plu et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Fantastic. Merci bien. Nous comprenons que la durabilité est un élément clé de votre commerce et votre gouvernement joue un rôle actif pour assurer que toutes les entreprises, y compris les PME, pourront suivre cette voie et en tirer des avantages. Les SME, les PME et les petits producteurs sont également des cibles de l'ITTO. Et donc, j'aimerais inviter maintenant Shyam Sadhguru, directrice des opérations de l'ITTO, à nous faire part de son expérience et de ses connaissances en matière de devoir de diligence dans le secteur du bois. Shyam, j'aimerais vous rappeler que le temps est important. Il est important de respecter les délais qui ont été impartis. Je vois que votre vidéo est allumée, mais maintenant, je vous demanderai d'allumer votre micro. Merci beaucoup, Sophie. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs qui m'ont donné la possibilité de faire une présentation dans le cadre de ce webinaire. Alors, c'est un récapitulatif qui explique ce qu'est l'ITTO. Peut-être que certains participants ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Nous avons 74 membres qui sont partis à l'ITTO et c'est une organisation qui est hébergée par le gouvernement du Japon. L'ITTO favorise les collaborations entre les pays et les organisations qui souhaitent le faire. Et nous avons un rapport d'environ 50-50 entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Ces lignes programmatiques ont été approuvées lors de l'ITTC 56 et elles sont particulièrement importantes aujourd'hui. En particulier, c'est la première et la deuxième qui concernent les chaînes d'approvisionnement durables et légales, et ensuite la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques,
qui aide à garantir qu'il y a une production continue de produits forestiers qui proviennent de sources autorisées. Comme nous le savons tous, parce que nous avons lu le rapport de la FAO sur l'état des forêts, les forêts tropicales représentent 50% des surfaces forestières à travers le monde. Alors, les initiatives qui sont actuellement en cours et qui ont des éléments de diligence raisonnable sont celles qui apparaissent à l'écran. Il est important d'investir dans les forêts tropicales pour enjoindre aux pays tropicaux d'investir dans des chaînes d'approvisionnement durables. L'ITTO participe également avec certains de ses membres à l'élaboration et la mise en place de certaines actions concernant des plateformes. Et cela pourrait être considéré comme ce qui est fait en ce qui concerne la carte de durabilité qui vient d'être présentée par le Costa Rica. En ce qui concerne la promotion de la restauration du paysage par les petits exploitants en Afrique de l'Ouest, eh bien, il y a aussi eu un webinaire qui a été organisé à cet égard. Nous participons également à des activités de formation. J'ai vu qu'il y avait quelques questions à ce sujet dans le chat. Et on se demande de quelle manière le processus de diligence raisonnable peut être efficace de ce point de vue-là. En tout cas, on essaie d'éduquer les pays producteurs et les pays consommateurs. Même si le programme qui a été élaboré pour l'Afrique de l'Ouest eh bien, est basé spécifiquement sur ce qui a été fait par la FAO et l'OCDE. Nous avons également un cours en ligne concernant les chaînes d'approvisionnement légales et durables. Et on y explique de quelle manière le processus de diligence raisonnable peut fonctionner. Nous avons également un projet concernant la surveillance indépendante du marché qui a été mis en œuvre conjointement par l'ITTO et par l'Union européenne. Alors ici, je vais vous présenter quelques exemples de la manière dont l'ITTO aborde ces différentes questions et ces différentes problématiques et l'amélioration de la durabilité, de la légalité des chaînes d'approvisionnement. Nous utilisons des technologies de l'information et des systèmes d'information géographique pour élaborer des systèmes d'information forestiers nationaux. Les espèces et l'identification des espèces et le suivi du bois, eh bien pour ce faire, nous utilisons des empreintes ADN. Et nous avons des applications qui sont assez pratiques et assez concrètes. Évidemment, avec les méthodes que nous avons mises en œuvre ou que les pays choisissent d'utiliser, bien pour ce faire, nous avons besoin de ressources, des ressources financières, mais également des ressources humaines. Le développement de plateformes qui permettent de faciliter l'échange d'informations concernant la légalité du bois, eh bien, ça, c'est un élément qui est aussi important. Et cela fait partie des ressources en matière d'information. Nous avons également élaboré des lignes directrices et des études spécifiques, et la liste de toutes ces études et directives sont disponibles sur notre site Internet. Alors, quelques exemples de projets qui ont déjà été achevés, qui ont été menés sur le terrain. L'un d'entre eux concerne le soutien qui a été apporté à la chaîne d'approvisionnement de bois légal en Indonésie. Nous avons essayé de mettre en place un système de suivi du bois assez solide. On a utilisé des marqueurs ADN pour identifier les différentes espèces de bois. De cette manière, cela a permis aux parties prenantes du secteur de mettre à jour leur système de déclaration. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans les autres exemples, mais également dans celui-ci, tous les projets qui ont été présentés par les membres de l'ITTO sont évalués par le groupe d'experts de l'ITTO avant d'être approuvés par le Conseil pour ensuite être mis en œuvre. Donc, il y a un élément de devoir de vigilance et de diligence dans tout cela, donc avant qu'il y ait la mise en œuvre sur le terrain. Le projet suivant a été mis en œuvre par le gouvernement du Japon en Thaïlande et il implique les indicateurs de critères qui concernent les forêts collectives et qui impliquent également les petits exploitants. Nous ne mettons pas uniquement sur les sociétés de bois.
Nous essayons de susciter l'intérêt des petits exploitants, mais également des communautés forestières, là où les projets sont mis en œuvre sur le terrain. Avec ce projet en particulier, la loi sur les forêts collectives a été adoptée par le Parlement national en mai 2019 et ce nouvel ensemble de critères est maintenant utilisé et il sera essentiel pour garantir la gestion durable des forêts et des chaînes d'approvisionnement légales et durables. Maintenant, nous allons parler du suivi des stocks forestiers aux Philippines. Dans le cadre de ce projet, on a amélioré le stock forestier. Donc, des mesures favorables aux forêts ont été adoptées. Ce projet montre qu'il est possible d'utiliser différents systèmes de suivi et de tracer l'origine sur le terrain. Alors, ce qu'on nous a dit, c'est que les Philippines ont l'intention d'appliquer ce système au niveau national et qu'il sera appliqué également à d'autres secteurs de production. Améliorer la gestion du TEC, cela s'inscrit également dans le cadre du projet précédent dont je viens de parler. Ici, on a un projet qui couvre 29 millions d'hectares de bois de teck qui sont situés en Inde centrale et du Sud, au Laos, en Birmanie et en Thaïlande. Les informations sont données par rapport à ce projet dans le bulletin d'information du TIC Mekong. Ici, nous avons un autre projet qui a été financé par le gouvernement japonais. Et l'objectif ici, c'était d'identifier les 5 modèles qui concernent en particulier cette loi sur le bois propre. Donc, l'ITTO a contribué à ce projet en actualisant les feuilles d'information des pays producteurs qui se retrouvent dans la base de données de cette loi sur le bois propre, en insistant sur l'aspect légal et sur la durabilité du système de production. Je suis désolée, Cham, mais est-ce que vous pourriez conclure votre présentation? Oui, je vais le faire tout de suite. Alors, j'aimerais juste dire qu'il était très intéressant d'entendre l'Union européenne dire que maintenant, nous avons des résultats qui sont déjà perceptibles et visibles en matière de déforestation. Et je terminerai ma présentation ici. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Cham. C'était fascinant. Vous nous avez fourni énormément d'exemples vraiment très parlants et vous nous avez montré de quelle manière tout cela pouvait être mis en œuvre sur le terrain de manière concrète. Et c'est vrai que le secteur du bois a déjà une longueur d'avance par rapport à d'autres secteurs. Donc, nous allons passer des forêts tropicales à un autre secteur. Et pour ce faire, je vais donner la parole à Ethan Budiansky, qui est directeur de l'environnement pour la Fondation mondiale du cacao. Ethan, la parole est à vous. Fantastique. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je vais afficher ma présentation à l'écran. Bonjour à tous, je suis le directeur environnement de la Fondation mondiale du cacao. Alors, notre fondation a pour objectif d'avoir une filière cacaoyère prospère et durable. Nous établissions des liens avec les gouvernements, avec la société civile, mais également avec d'autres acteurs du secteur. L'objectif, c'est d'avoir des communautés prospères et de rendre la planète plus saine et de lutter évidemment contre la déforestation et la dégradation des forêts. Sous le pilier climat, nous avons lancé une initiative sans précédent entre des gouvernements et des sociétés très importantes dans le secteur du chocolat et du cacao. C'est un projet qui a été mené au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est de rendre la protection de cacao plus durable. Voilà les 35 entreprises signataires de ce projet.
Elles ont signé directement cette initiative pour un cacao plus durable. Les entreprises et les gouvernements ont décidé de prendre certaines mesures dans le cadre de cette initiative. Et il y a 3 secteurs d'action principaux. Tout d'abord, la protection des forêts et la restauration, production durable et moyens d'existence des agriculteurs, et ensuite participation des communautés et inclusion sociale. Et ensuite, il est important d'avoir un système de mesure et de suivi qui permettra de voir quels sont les progrès qui ont été accomplis. Chaque partenaire a un rôle essentiel à jouer, que ce soit le gouvernement ou bien les entreprises. Du côté du gouvernement, ce qui est important, c'est qu'il y ait un environnement propice qui soit mis en place. Des directives sont élaborées, notamment en ce qui concerne la restauration et la promotion des agroforêts de cacao. Ensuite, un système de traçabilité nationale du cacao qui est appliqué jusqu'au niveau des exploitations. Une carte des limites et des frontières qui est mise à jour, un système de suivi des forêts au niveau national, une norme nationale climatique et ensuite un aperçu des différentes parties prenantes pour s'aligner sur REDD+. Du côté des entreprises, établissement d'une agroforesterie du cacao, investissement très important pour renforcer la traçabilité du cacao dans les chaînes d'approvisionnement direct, des exploitations jusqu'au premier point d'achat, et ensuite adopter des politiques dans les chaînes d'approvisionnement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de cacao qui soit vendu, du cacao provenant de sources non autorisées. Ensuite, les entreprises doivent contribuer également au système de suivi et de traçabilité. Depuis 2018, des progrès significatifs ont été accomplis. Du côté du gouvernement, le gouvernement a adopté de nouvelles politiques et l'objectif, c'est de favoriser la reforestation et le reboisement. Une plateforme de suivi a également été mise en place. Et de cette manière, on peut aborder ces questions de manière dynamique. Il y a également un système de gestion au niveau des exploitations qui a été mis en place. Et cela s'inscrit dans le programme REDD+. L'année dernière, les entreprises ont fait des progrès en ce qui concerne la traçabilité. Et au Ghana, 82% et 74% du cacao traçable a permis de garantir qu'aucune déforestation n'avait eu lieu. Ils ont pu distribuer 10,4 millions d'arbres et cela était destiné à l'agroforesterie. Et donc cela a bénéficié aux agriculteurs et aux petits exploitants notamment. Et ensuite, la formation des agriculteurs. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, 620 000 agriculteurs ont bénéficié d'une formation en matière de pratiques agricoles pour produire plus de cacao sur des surfaces plus restreintes. Comme je l'ai dit précédemment, cette initiative, c'est une initiative sans précédent et qui peut ouvrir la voie à de nouveaux partenariats qui favoriseront la lutte contre la déforestation. Et il est important que ces engagements continuent d'être pris à l'avenir par toutes les parties prenantes. Les différents projets ont été étendus à la Colombie notamment, mais également à d'autres pays. Les stratégies de déforestation sont élaborées un peu partout pour favoriser la durabilité des chaînes d'approvisionnement dans le secteur cacaoyer. Alors, comment peut-on protéger les forêts avec les systèmes de diligence raisonnables? Il est important de nouer un dialogue en ce qui concerne les questions de diligence raisonnable.
Donc, nous pensons que le devoir de diligence peut permettre de renforcer les efforts visant à lutter contre le déboisement, mais cela veut dire qu'il doit y avoir des conditions équitables pour tous, à savoir que la législation doit être appliquée tout au long de la chaîne de valeur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on est face à un problème. Parce que le cacao qui provient de sources non autorisées sera alors mis sur le marché. Et cela va donner lieu à des risques. En tout cas, il faut que les risques et les investissements soient partagés pour que les systèmes de diligence raisonnable soient fonctionnels. La diligence raisonnable devrait s'aligner sur les initiatives et les plateformes, mais également les investissements existants. Et il ne faut donc pas avoir des systèmes parallèles pour éviter les chevauchements et les doublements. Donc, il faut vraiment avoir des efforts qui permettent de consolider ce qui existe déjà. Le devoir de diligence doit également être accompagné par un soutien qui serait fourni par les gouvernements. Il faut également mettre en œuvre des systèmes de traçabilité au niveau national pour atténuer l'incidence que peuvent avoir les agriculteurs et les communautés. Et donc, cela incombe aux entreprises et au gouvernement, mais toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement doivent avoir un rôle à jouer. En tout cas, plus le soutien sera élevé, plus les résultats seront efficaces. Voilà, donc je vous remercie. J'ai fini ma présentation. Merci beaucoup, Ethan. Merci de nous avoir montré ces résultats très impressionnants qui résultent des travaux publics et privés. Et merci d'avoir insisté sur le fait que la participation de toutes les parties prenantes est vraiment très importante en ce qui concerne le devoir de vigilance. Et merci d'avoir présenté le point de vue de vos membres parce que c'est également très important. Merci encore une fois à tous nos présentateurs qui nous ont fait part de leur expérience. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour avoir une session de questions-réponses en direct, mais je vois que vous avez été très actifs dans le chat, que énormément de questions ont été posées, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont réagi, qui ont soumis des commentaires et des observations. Et maintenant, je vais donner directement la parole à nos deux commentateurs qui vont nous faire part de leur avis et de leurs commentaires. Nous allons commencer par Léa Samberg et ensuite nous aurons Alain Karsanti qui est chercheur au CIRAD en France. Léa et Alain, j'aimerais vous demander de souligner les idées principales que vous avez retenues lorsque vous avez écouté ces présentations. Et par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à vos connaissances et votre expérience, est-ce que vous pourriez répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées dans le chat? Comment est-ce que le devoir de vigilance pourrait permettre de réduire le risque de déforestation notamment? Je vais d'abord donner la parole à Léa. Bonjour à tous. Merci à tous les présentateurs parce que c'était vraiment très encourageant de voir que les gouvernements et les organisations des pays producteurs et des pays importateurs partagent un objectif commun, à savoir préciser et normaliser la manière dont les entreprises qui produisent des produits agricoles et forestiers peuvent et devraient mettre en œuvre des systèmes de devoir de vigilance solides pour éviter la déforestation, la transformation des écosystèmes et des violations des droits humains qui sont connexes. Alors, ce que nous avons entendu aujourd'hui de la part de tous les intervenants, c'est que le devoir de vigilance, pour qu'il soit efficace, nécessite que les entreprises répondent aux attentes communes des différents acteurs. Ça, c'est vraiment évident et c'est ressorti dans toutes les présentations. Il est important que les pays producteurs et consommateurs et les partenariats publics-privés soient impliqués. Ethan l'a très bien résumé dans sa présentation. Il nous a dit que la législation et les bonnes pratiques doivent être cohérentes tout au long de la chaîne d'approvisionnement et il est important d'utiliser les plateformes, les investissements et les initiatives existants. Cette harmonisation est vraiment essentielle. C'est le point central de notre travail dans le cadre de l'initiative cadre sur la responsabilité. Elle regroupe 26 groupes de la société civile
L'objectif, c'est d'avoir de bonnes pratiques, une approche basée sur le consensus pour éviter notamment la transformation des écosystèmes et les violations des droits humains qui sont liées à cela. Parfois, il est important de redéfinir ce qu'on entend par déforestation, et même cela peut entraver les progrès qui pourraient être accomplis. Et il est important de le faire tout au long de la chaîne d'approvisionnement des produits, et je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest. On en a parlé dans les différents processus qui ont été présentés. Il y a des accords qui sont noués au niveau national, des partenariats publics et privés. Et il est important que les différentes entreprises puissent mettre en œuvre des systèmes de diligence raisonnables tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et cela se reflète dans le travail qui est fait en aval, notamment par l'Union européenne qui adopte différents actes législatifs. Et donc, cela reflète tout le travail qui est fait par les entreprises tout au long des chaînes d'approvisionnement. Et je pense qu'un dernier point essentiel, c'est celui-ci, à savoir que les infrastructures doivent prendre des mesures pour faire en sorte que ces bonnes pratiques fassent partie intégrante des processus de diligence raisonnable qui sont déjà en place. Et aujourd'hui, il est important d'aborder cette question de la déforestation. Et il est important également d'utiliser les outils et les plateformes existants. Un autre aspect important, c'est que tout cela peut être utilisé pour atteindre les futurs objectifs. On a notamment les objectifs en matière d'émissions, les objectifs en matière de biodiversité. Et les processus de devoir de diligence que les entreprises sont en train de mettre en place, eh bien déjà une longueur d'avance pour les prochains objectifs. Donc voilà, je m'arrêterai ici. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Alain? Oui, votre réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais m'exprimer en français. Vous pouvez donc passer sur le canal, sur un canal de traduction. Donc, je voudrais rebondir sur quelques réflexions que m'inspirent notamment ces problèmes notamment de définition de la forêt. Notamment, par exemple, l'intervention de notre collègue de l'Union européenne qui explique que il y aura due diligence, donc les entreprises devront faire un travail de diligence raisonnée, mais il n'est pas question, d'une certaine manière, ce sera une due diligence encadrée par un certain nombre de critères. Ces critères, nous dit-on, c'est par exemple le fait que l'adoption de la définition de la FAO de 10% de couverts forestiers et une cut-off date qui sera entre 2015 et 2020. Peut-être que certains problèmes vont se poser immédiatement. Beaucoup de pays, comme vous le savez, ont leur propre définition de la forêt. Beaucoup de pays ont adopté le seuil de 30%. Certains pays discutent même de la possibilité d'avoir un seuil exprimé en termes de tonnes de carbone par hectare, notamment pour pouvoir précisément modifier leur définition de la forêt afin qu'une partie des conversions ne soit pas considérée comme de la déforestation. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, l'Union européenne adopte ce seuil de 10%, beaucoup de pays, on va se retrouver dans une situation où une partie de la déforestation, de la conversion sera considérée comme légale dans beaucoup de pays qui, par exemple, ont adopté le seuil de 30%, mais ça sera considéré comme non acceptable par, effectivement, l'Union européenne, qui aura un autre type de critères. Donc, ceci va poser effectivement quelques problèmes, probablement de tensions commerciales entre des pays qui considèrent qu'ils ont leur définition de la forêt et leur définition de la légalité et qui ne seront pas les mêmes que celles, effectivement, de l'Union européenne. Par ailleurs, il y a aussi un problème qui a été soulevé par plusieurs commentateurs dans le chat,
qui est celui de la conversion d'écosystèmes naturels de savane ou de type Cerrados, par exemple au Brésil, et qui sont en dessous du seuil, disons, de la définition de la forêt, même celle de la FAO qui est assez large. Et donc, donc là, va se poser la question de savoir si on accepte ou pas, enfin, si par exemple l'Union européenne accepte ou pas, disons, par exemple le soja, qui serait issu de cette culture dans les Cerrados. Et c'est important parce que, par exemple, en France, la stratégie nationale sur la déforestation importée, de manière explicite, refuse la conversion d'écosystèmes naturels de type savane, de type tourbière, qui sont des écosystèmes non forestiers, mais importants. Mais en même temps, on voit bien que ceci peut poser des problèmes pour d'autres pays. Je pense à certains pays, par exemple le Gabon en Afrique, où les partenaires au développement poussent au contraire au développement des cultures pérennes comme le palmier à huile dans les savanes. Et là, ça a sa rationalité. C'est-à-dire que très clairement, si vous prenez un pays comme le Gabon, s'il ne fait pas ses cultures dans les savanes, il les fera sur de la forêt. Et donc, ça posera un problème. Mais bien sûr, la situation du Brésil et du Gabon, ce sont deux situations différentes. Au Brésil, nous avons énormément de pâturages, d'anciens pâturages dégradés, sur lesquels déjà beaucoup de développement se fait. Donc, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment d'Afrique centrale, au Gabon, par exemple, éventuellement. Donc, il va falloir avoir des critères universels, avoir des critères généraux, va poser des problèmes par rapport aux situations particulières, effectivement, de chacun des pays. Et donc là, il sera très difficile, au fond, de trouver, de légitimer, au fond, un certain nombre de décisions qui vont peut-être favoriser certains pays, mais qui vont défavoriser certains pays qui ont des circonstances nationales particulières. Après, il y a un certain nombre de problèmes qui sont à résoudre sur la due diligence, qui sont jusqu'où va-t-on dans effectivement les chaînes de valeur. C'est-à-dire que si l'on reprend l'exemple du soja, une bonne partie, que va-t-on faire avec les poulets ou les cochons ou les animaux qui sont nourris avec du soja qui peut être issu de la déforestation, mais ce n'est pas du tout visible. Donc ça va être un problème assez important. Jusqu'où doit-on faire la due diligence? Est-ce qu'on s'arrête aux produits primaires ou est-ce que l'on suit la chaîne de valeur pour y compris regarder ce qui est incorporé dans les, disons, dans les produits. Enfin, je dirais que la question du benchmarking qui a été aussi évoquée, elle est intéressante, mais elle présente un risque. Un des collègues posait la question, est-ce que c'est un benchmarking? Est-ce qu'on va avoir des pays qui seront considérés comme à risque? Est-ce que c'est tout le pays? Est-ce que c'est une région? Donc, c'est déjà une question. Quelle échelle va-t-on adopter? Et est-ce que ça ne pose pas un problème pour des producteurs qui sont des producteurs responsables, certifiés, qui sont engagés dans des contextes de gouvernance défavorable, mais qui font leur travail correctement et donc ça pourrait les pénaliser. Nous voyons par exemple pour la question du bois d'œuvre, eh bien, comment dans des pays à la gouvernance difficile comme en Afrique centrale, on a un certain nombre d'entreprises qui sont certifiées FSC, qui sont engagées, et de ce point de vue, il serait important de soutenir ces acteurs plutôt que de les pénaliser parce que leur pays, disons, aurait des politiques différentes. Et peut-être qu'il serait peut-être plus pertinent d'adopter ce critère, disons, des politiques nationales et des seuils de déforestation dans les futurs accords commerciaux que l'Europe va passer, plutôt que de mettre ça dans la due diligence. Donc, c'est une proposition éventuellement. Si on veut renégocier des accords commerciaux, peut-être que là, les politiques des pays seront importantes. Et enfin, mon dernier point, c'est que beaucoup de collègues aussi ont soulevé la question du social, des droits humains et d'autres critères. Et effectivement, ce problème va se poser. C'est-à-dire que travailler seulement sur le zéro déforestation est peut-être insuffisant. Et là, la question se pose, est-ce que la complexité de la prise en compte de ces critères multiples, est-ce que ce sera des pays, est-ce qu'on laisse ça aux firmes?
Est-ce que les firmes vont pouvoir effectivement faire tout ça? Ou est-ce qu'il faut qu'on s'appuie et que peut-être que les importateurs, l'Europe s'appuie sur des certifications indépendantes qui, elles, ont l'avantage non seulement d'intégrer de plus en plus des critères zéro déforestation, mais également d'avoir d'autres critères sur les droits humains et des approches systémiques. Voilà, je termine parce que je suis conscient que je suis trop long. Thank you, Alain. J'étais sur le point de vous interrompre. Je remercie beaucoup Eléa et Alain pour toutes ces réflexions. Je suis sûre qu'elles vont aider le public, surtout les représentants des gouvernements et les agences publiques à faire avancer cette initiative. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire et je remercie nos collègues interprètes d'être encore avec nous, mais je voudrais demander à Astrid de faire les remarques de clôture. Elle va également annoncer la session suivante et donc je voudrais maintenant remercier tous les publics et les intervenants. J'ai eu beaucoup de plaisir à animer cette session aujourd'hui, mais je cède maintenant la parole à Astrid. Merci beaucoup. Merci de toutes ces contributions extrêmement riches et nous n'avons pas véritablement le temps de faire un bon résumé de toutes ces interventions. Je crois que nous avons terminé sur une intervention qui a mis l'accent sur l'urgence de nos actions et ce que nous avons vu, c'est qu'il y a beaucoup de travail en cours et que nous pouvons véritablement prendre tous ces éléments pour ensuite agir sur la diligence raisonnée. Et nous avons vu très clairement que nous avons besoin d'objectifs partagés, de responsabilités partagées entre les différents acteurs, dans les différentes parties prenantes qui vont travailler sur ces objectifs partagés. Nous avons besoin d'outils communs. Et nous avons besoin également d'accorder une grande attention aux petites et moyennes entreprises pour nous assurer que dans cet effort d'avoir une meilleure chaîne de valeur et la diligence raisonnée, on ne va pas perdre en route les petits producteurs, les petites entreprises en route. Bien sûr, nous allons essayer de résumer tous les points principaux. Nous allons publier tout ceci sur notre site internet ainsi que les contributions. Il y a eu des outils pratiques qui ont été mis en exergue. Nous travaillons entre le CIDE et la FAO. Nous avons également un travail clé en cours dans le contexte du programme FOLOUR, le programme système alimentaire, utilisation du terrain et les programmes de la restauration. Malheureusement, il y a eu une perte de son de la part de l'intervenante. Nous avons bien sûr une chaîne d'approvisionnement sans déforestation au titre des programmes du PNUE et nous avons également quelque chose de très important qui arrive dans ce contexte. Nous avons par exemple le sommet des systèmes alimentaires. Nous avons également de meilleures données pour de meilleures décisions. Là, c'est une information qui est disponible pour les produits de forêt et qui informe également les décisions qui sont prises. Et nous avons également cette coalition qui émerge pour arrêter la déforestation dans les produits de base et nous encourageons toutes les parties prenantes à véritablement à participer au sommet des systèmes alimentaires. Je voudrais bien sûr remercier tous les participants de cette contribution extrêmement claire. Je remercie notre partenaire du Japon, le MAFF, l'OCDE, et je remercie également notre animatrice. Et
Je remercie bien sûr tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses pour faire de ce webinaire un grand succès. Of the webinar series, which on 20th of October. Le 20 octobre, nous allons nous concentrer sur les opportunités de financement pour encourager une agriculture positive de la forêt. Et j'espère que vous pourrez participer de nouveau à ce 3e webinaire. Je vous souhaite une excellente journée.